Donc, pour aujourd'hui, sujet 2006, sur une lunette afocale, un système de Galilée. C'est un monoculaire, c'est un peu un sujet qui était tombé en 2006, mais qui était tombé, je crois, il y a 2 ans, ou il n'y a pas très longtemps. Il y avait aussi une binoculaire qui était tombée avec une lunette afocale. Plus simple que ce sujet, donc si vous arrivez à faire le 2006, tous les autres, normalement, ça va être faisable. Il y a une partie d'optique d'optique physique qui est assez sympa. Alors on commence par les caractéristiques du système de Galilée avec son grossissement, l'encombrement. Je vous rappelle que l'encombrement c'est la distance entre l'objectif et l'oculaire dans ce cas-là. Son champ de vision à 18,5 degrés. Et on commence par un schéma de modélisation du système. Là, je vais en caméra. On va faire ça sur le tableau. Est-ce que l'image est bonne? On va voir quand j'écris si c'est pas trop flou. Mais ça devrait le faire. Alors, schéma de modélisation. Non. Géo. Alors, comment c'est quoi, courant 1. Hop, on est parti. Faire un schéma du principe d'une telle lunette. Schéma de principe. En utilisant des rayons provenant d'un point objet A à l'infini placé sur son axe. Schéma de principe. Ça va, c'est pas flou l'image? J'ai pas l'impression. Ok. Alors, si on vous dit que c'est parti minimale, la vision de loin, grâce à une monture de gabarit, ok. On considère la lunette de Galilée par un œil émétrope qui n'accommode pas, centré sur l'axe optique. La lunette est mise au point pour un objet à l'infini. Donc vous avez un objet qui est à l'infini. Pas dessiné à l'infini. Ensuite, à travers l'objectif, qui va donner une image intermédiaire pour donner une image finale à travers l'oculaire. Caractéristique, si l'objet est à l'infini, forcément l'image intermédiaire est sur F'. Et comme on n'accommode pas, eh ben, on doit avoir une image finale qui est A plus l'infini. Ce qui veut dire que F'' est aussi égal au foyer objet de l'oculaire. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, faire un schéma de principe d'une telle lunette en utilisant les rayons provenant d'un point objet A à l'infini placé sur son axe optique. Comment est-ce qu'on peut placer un objet sur l'axe optique à l'infini? Si on est mal posée. Voilà. On va voir. Alors, déjà, un axe optique, c'est un schéma de principe, donc ça a besoin de l'échelle. Notre axe optique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre objectif. Notre oculaire. Un truc qui est divergent de l'oculaire. Tac. En des rayons provenant d'un point objet A à l'infini. Donc, on va prendre deux rayons. On va simplifier le truc, on va prendre des rayons parallèles. Problème de l'infini. On peut les prendre symétriques par rapport à l'axe optique. Voilà.
Donc forcément, le système, on a dit qu'il fallait que le foyer image de l'objectif était confondu avec le foyer objet de l'oculaire. Le foyer objet de l'oculaire est nécessairement à droite de la position de votre oculaire, et donc forcément, votre point de convergence après l'objectif il est situé à droite de la lentille. L'image intermédiaire sera forcément l'oculaire. Donc là, on va dire qu'on a F une OG qui est égal à F. On peut aussi placer F une OG de l'autre côté. Ce qui nous permet de dire que nos rayons convergent en ce point. En pointillé pour l'image verticale. Pareil de l'autre côté. Et après, un système des rayons qui proviennent de l'infini. Pareil à l'axe optique. Comment est-ce qu'on va les redessiner? Alors, peu galère à faire. Ce qu'on va faire, on va prendre le rayon pareil à l'axe theta. Il intersecte en extrémoque. Normalement, si on a bien construit, ça devrait être pareil à l'axe optique, mais je crois que j'ai mal construit. Tout bêtement. Là, je prolonge ça. Ouais, ça va. Si on a bien construit, on a quelque chose qui ressort. Pareil à l'axe optique. On va lui faire en haut. La construction est correcte. Je trouve que la qualité de la vidéo, elle est pas bonne du tout. Je vais essayer d'améliorer ça. Ouais, je peux faire mieux. C'est pas mieux là? Ouais, je trouve que c'est un peu plus clair. Ouais. Pas de réponse, bonne réponse. Ouais, c'est j'avais content. Alors, ça c'est pour le schéma de principe. En deux, qu'est-ce qu'il nous demande? Définir le grossissement en vous appuyant, en vous aidant d'un schéma simple. Deux grossissements. Alors, ça c'est le schéma qui est en cours sur le grossissement. Tout bêtement, en fait, le grossissement, comme on a un objet qui est infini, une image qui est infinie, ben, on ne peut pas définir un grandissement. Puisqu'un grandissement, c'est un rapport de taille, la taille de l'image sur la taille de l'objet. Comme, en final, quand on est à l'infini, aussi bien pour l'objet que pour l'image, on va parler de grossissement, et dans ce cas-là, on va regarder le rapport des angles sous lequel est vu l'objet et l'image. C'est ça qui va nous être important. Et donc, comment est-ce qu'on les définit? On va dire, donc on donne la définition, que G est égal à alpha prime sur alpha. Et grâce à un schéma, vous allez définir ces deux angles. Que représente alpha prime? Que représente alpha? Le plus simple, c'est de faire un axe optique. Votre objectif votre oculaire ici. Vous prenez un rayon quelconque qui passe par le centre de l'objectif, donc qui n'est pas dévié. Et là, vous avez directement l'angle sous lequel est vu l'objet, sans télescope, d'accord, sans lumière. Le but, en fait,
que fait la lunette, c'est qu'elle change l'angle de vision. Elle agrandit l'angle de vision. Comment est-ce qu'on le trouve après? Si par exemple, le foyer, comment on va l'appeler? Bon, je vais dessiner ici. Extreme pas, je le fais. Là, j'ai extreme hub, je vais à hub. Et donc de l'autre côté, c'était un petit peu loin, hein, un petit peu le rapprocher. Extreme hub, touch. Comme ça. Donc ensuite, pour le retrouver, ce qu'on fait, on trace la parallèle au rayon incident sur l'oculaire. On regarde son intersection avec le plan focal l'image de l'oculaire, qui nous donne la direction du faisceau de sortie. Donc, ce qu'on voit au final, c'est que le rayon de sortie arrive avec un plus grand angle de sortie. Chose qu'on aurait très bien pu tracer d'une autre façon, de façon totalement symétrique. Je trace le plan focal objet de l'oculaire. Je continue mon rayon en pointillé. Et au final, si je retrace le centre de la lentille avec l'intersection du plan focal de l'oculaire, j'ai un rayon qui est parallèle à mon rayon de sortie. D'accord? Et en fait, où est-ce qu'on lit alpha prime? C'est cet angle-là. Ça, c'est alpha prime. On peut retrouver ici. C'est l'angle sous lequel est vue l'image, ou l'angle sous lequel est vu l'objet à travers le système optique. Et on voit bien que alpha prime est plus grand que alpha. Quand vous avez un angle qui est plus important ici, à cet endroit, donc forcément le grossissement va être plus grand que voilà, c'est ça qu'il fallait faire, il n'y avait pas d'autres questions. Ouais, c'est tout. Moi, j'aurais pas mis plus. Ça va pour le grossissement? Définir un encombrement de la lumière. Encombrement. Donc ça, j'ai dit tout à l'heure quand je présentais le sujet, l'encombrement, c'est justement quelle taille va prendre quel emplacement va prendre la lunette. Ben là, la lunette est composée d'un objectif, d'un oculaire. La distance entre l'objectif et l'oculaire, ça va caractériser l'encombrement. L'encombrement correspond à la distance séparant l'objectif de l'oculaire. C'est-à-dire que E, c'est OH, OH, OH. Il y a de compliqué. On reste dedans. Déterminer les expressions littérales du grossissement et de l'encombrement en fonction des distances focales d'image de l'objectif et de l'oculaire. Alors là, on va pouvoir utiliser le petit schéma qu'on a fait pour la question 2. Alors il va le grossissement et l'encombrement en fonction des distances focales. Ok.
On va commencer par grossissement. Grossit. Alors, G c'est alpha prime sur alpha. Ben, on va déjà regarder alpha prime. Alpha prime, on le retrouve ici. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Je continue. Je vais à cet endroit. Donc, là, ce que je peux dire, c'est la distance F', moins F'. Ok. Alors, on va dire que la tangente de alpha prime, elle est égale à quoi? La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est quoi le côté opposé à cet angle? À quoi ça correspond, ce point ici? Si vous voyez ce truc, vous allez tout piger. Donc le point qui est là, il correspond à quoi? Et donc là, pas A' B', justement. N'oublie pas, A' B', lui, c'est à l'infini. Comment est-ce qu'on obtient ce point? Exactement, à B1. En fait, plus précisément A1. Donc ça va être la taille de l'image, si vous voulez. Ça, c'est l'image intermédiaire, qui est entre l'objectif et l'oculaire. Donc on peut dire que tangente alpha prime, c'est A1 B1. D'accord? Et le côté adjacent, c'est la distance focale de notre oculaire. C'est vrai ou pas? Pardon. Alors, c'est la distance entre la lentille et F hoc. Donc ça c'est F hoc. Donc, c'est F hoc. Ensuite, on peut faire un même raisonnement pour tangente alpha. Tangente alpha, il est là, et on le retrouve ici. Là, on a alpha. Et donc, on se retrouve aussi, dans ce triangle, à voir le côté opposé, c'est A1, B1. Le côté adjacent, cette fois-ci, c'est F'. Et donc, au final, on utilise la définition du grossissement. Et l'approximation des petits angles, ainsi. G est égal à alpha prime divisé par alpha. En faisant l'approximation de Gauss et en mettant l'approximation des petits angles, au lieu de dire que c'est tangente alpha prime, on va considérer que c'est alpha prime directement. Et donc, on va avoir alpha prime A1 B1 sur F hoc divisé par A1 B1 sur F prime hoc. Ce qui revient à dire que G, c'est F', la focale de l'objectif sur la focale objet de l'oculaire, ou moins la focale de l'objectif sur la focale de l'oculaire. Donc on a bien défini le grossissement en fonction des focales. Et après, il nous reste l'encombrement. Alors là, je vais le faire encombrement. Avant d'effacer le schéma, on va regarder. Donc l'encombrement, on a dit que c'était cette distance. Ça c'est peu. On l'a pas directement. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que cet encombrement,
il est égal à cette distance, qui est égale à f', rien du tout, pardon, on va pas, mal parti, on va dire que c'est tout ça, moins cette petite partie, d'accord? Donc, cette grande flèche, c'est f' obj, et celle-là, c'est du f obj. Donc, au final, ce que l'on peut dire, c'est que l'encombrement peut, par définition, on avait dit que c'est O obj, O obj, là c'est pour la définition mathématique, on peut dire que c'est O obj, f' obj, plus f' obj, O obj. Et comme vous savez que f' obj est confondu avec f, le foyer objet de l'oculaire, ça c'est f' obj, plus f oculaire, O oculaire, ça, par définition, c'est égal à quoi? C'est f' obj plus f' obj. N'oubliez pas les primes. Voilà pour le calcul du grossissement et de l'encombrement de votre lunette. Et ils vont nous faire se servir de ces deux formules pour trouver justement les distances focales. Est-ce que ça va pour la question 4? Alors, question 5, calcul de distance focale. Donc là, il nous faut calculer ces deux quantités. Alors, ce que l'on connaît, nous, comme donné dans l'énoncé, il nous était donné que G est égal à 2,2 et que E est égal à 25 mm. Donc vous avez deux données. Et vous avez deux équations qui dépendent des distances focales que vous cherchez. Deux équations à deux inconnus, ça vous permet de résoudre un système. Donc le but, c'est à partir de ces équations, exprimer les distances focales. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, f' obj, ça va être E moins f' obj. Et ce f' obj, là, je vais l'injecter dans G. Ainsi, G, ça va être moins, alors à la place de f' obj, je mets E moins f' obj divisé par f' obj, qui fait que G, ouais, et le but c'est de trouver f' obj. On va y arriver. Alors comment faire? C'est moche. Bon, ça. Donc ça c'est équivalent à dire que G fois f' obj égale à moins E plus f' obj. Donc le f' obj qui est là, je le fais passer de l'autre côté, on s'en fiche, ça revient en même. Je vais avoir f' obj moins G f' obj égale E, qui revient à dire que f' obj facteur de 1 moins G égale E. Et au final, je vais avoir f' obj qui est égal à E divisé par 1 moins G. Je vais pouvoir calculer. D'accord? Donc là,
à partir des deux équations qu'on a trouvées à la question 4, j'exprime les focales en fonction de E et de G, de l'encombrement et du grossissement. Et donc maintenant, il me reste encore à exprimer f'_obj. Mais f'_obj, je le connais, puisque c'est égal à E moins ce que je viens de calculer, c'est-à-dire moins E sur 1 moins 2. Donc là, il faut mettre sur le même dénominateur. Ça va dire que f'_obj, c'est égal à E moins EG moins E, le tout sur 1 moins G. Et E se simplifie. Et il reste f'_obj, c'est moins E sur 1 moins G, ou encore E sur G moins 1. Ah, petite maths de base. Ça, c'est des questions qui rapportent pas mal de points. Faut bien les démontrer. On a fait des démonstrations beaucoup plus complexes dans le cours. Donc en fait, c'était pas trop compliqué ce sujet. Voilà toute l'application de moi à faire. Application numérique. Alors, on a f une faute qui va être égale. Donc E, on avait dit 25 mm. Donc je laisse tout en millimètres, le résultat sera en millimètres. Sur 1 moins G est égal à 2,2. Alors on va faire 25 divisé par 1 moins 2,2. Et je trouve moins 20,8 mm. Je peux mettre moins 21, c'est juste ça. F'_obj. Donc lui, ça va être 25 sur 2,2 moins 1. Alors là, j'ai une erreur. C'est pas possible, j'ai fait une bêtise quelque part. Et oui, c'est pas possible, j'ai fait une bêtise. Que je regarde. Note juste ça, on avait bien E, c'était f'_obj plus f'_obj. Et donc, moi je cherche f'_obj doit être égal à E moins f'_obj, c'est-à-dire à E moins E sur 1 moins G, ben non, c'est juste. Ah, c'est non. Ouais, c'est faux. Ah bah c'est bien, j'ai obligé. C'est là que je voulais monter. Donc ça rendait tout faux. Ok. C'est 25 fois 2,2. Voilà, bien moins. Mon résultat fois 2,2. Et je trouve 45,8. Alors pourquoi j'ai vu que c'était faux? Parce qu'après, dans les données qu'ils nous donnent, par la suite, on prendra f'_obj 46 mm, moi j'ai 45,8, donc c'est correct, et f'_obj moins 21,8, moins 21 mm. Donc ça correspond bien. Et les résultats que j'avais tout à l'heure, il y avait une petite. Donc, après, ils vous donnent toujours les bonnes valeurs numériques. Si vous avez trouvé des choses différentes, forcément vous avez fait une erreur quelque part. Voilà pour ces petits calculs. Alors, calcul à valeur numérique. Quel est l'intérêt d'un tel
système pour cette utilisation. Ouais, c'est logique. Donc, cette question, il y a plusieurs réponses possibles. C'est intérêt du système. Donc, vous, la lunette, vous la mettez après contre votre œil. Et le gros avantage, c'est de faire quoi? C'est d'avoir une image qui soit plus grosse. Donc, vous avez une image qui va se former sur la rétine qui va être plus importante. De quel facteur? Du facteur de grossissement. Donc, comment on va rédiger ça? Ce système permet de former une image sur la rétine deux fois plus grande qu'une observation à l'œil nu. Voilà. Donc la lunette, elle est surtout là pour son facteur de grossissement. Est-ce que ça va? Vous avez des questions ou pas? Ensuite, donc par la suite, on prendra les valeurs des focales données, le système étudié, l'association de la lunette de Galilée et de la pupille d'entrée de l'œil. La pupille d'entrée de l'œil de diamètre 4 mm est placée à 13 mm de l'oculaire. La pupille de l'œil, qui est le diaphragme d'ouverture, et la monture de votre objectif, donc la lentille objective et le diaphragme de champ. L'oculaire, lui, il ne va pas limiter les faisceaux, donc c'est un bœuf. Alors, sachant que le diamètre de l'objectif est de 30 mm, déterminer un diamètre à la position de son conjugué image à travers l'oculaire et préciser sa nature. Est-ce que je peux effacer à droite? Alors, relisons la question. Donc le diamètre est la position du conjugué de l'objectif. Ok. Donc ce qu'on cherche, c'est la question 7. Conjugué de l'objectif à travers l'oculaire. Donc ce que l'on a, c'est que notre objet c'est au obj et on veut trouver à travers l'oculaire la position de O'. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi c'est le conjugué, donc je mets un prime. Donc c'est le conjugué à travers l'oculaire de votre lentille objectif. Qu'est-ce qu'on connaît? L'oculaire, on connaît sa distance focale, on connaît les positions de OOF, puisqu'on a l'encombrement, on connaît tout. Hein. Quelle formule vous allez utiliser? Deux choix, vous cherchez une position. Donc, soit vous utilisez la formule de Newton, soit vous utilisez la formule de conjugaison.
laquelle est la plus adaptée? En fait, les deux sont adaptés, je vous le dis de suite. Alors, laquelle vous voulez utiliser? Ouais, je suis d'accord, Clarisse. La conjugaison, c'est, je pense, ce qui me semble la plus simple. Puisqu'on connaît exactement la position de l'objectif par rapport à l'oculaire, puisque c'est l'encombrement. Donc, formule de conjugaison. Association de deux lentilles. Là, il valait mieux utiliser la formule de Newton. Mais là, on n'a qu'une seule lentille. Donc, formule de conjugaison. Donc, ce qu'on va dire, c'est que 1 sur OOC au prime OC, on cherche, moins 1 sur OOC au OC, est égal à 1 sur prime OC. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ce truc-là. Donc, on va avoir 1 sur OOC au prime OC égale 1 sur F prime OC. Alors, au OC, ça fait moins O. Donc moins et moins, ça fait plus, qu'on passe de l'autre côté, ça fait moins 1 sur E. Alors je vais quand même faire les deux méthodes que vous utilisez. C'est que moi je préfère continuer. Là vous allez dire que O OC, O prime OC, c'est 1 F prime OC, moins 1 E à la puissance moins. J'écris ça, c'est juste. Je vous donne quand même la méthode la plus correcte, on met sur le même dénominateur. Méthode plus précise. On va dire que au OC, au prime OC, ça va être égal à E F OC divisé par E en F prime OC. Et on peut faire l'application numérique. Alors, E 25 mm. F prime OC nous ont dit de prendre moins 21. Et 25 moins 21. On prend la calculette. Et j'ai au OC, au prime OC, moins 11,4 mm. Ça, c'est que pour la position. Ensuite, il demande le diamètre aussi. Donc, le diamètre, ben, on va passer par la formule de grandissement. Formule de grandissement. Le grandissement de l'oculaire, ah nous, on n'en a pas. Ah. Ah. Ah oui, c'est bon. C'est égal au diamètre
Alors, je réfléchis au diamètre. Le diamètre de... Alors, comment on va faire ça? Du conjugué de l'objectif. Comment on va faire ça? Phi prime obj divisé par le diamètre de notre objectif. Et c'est aussi égal à la position de l'image. Donc, ce qu'on va calculer, OH prime sur OH. Et donc, à partir de là, vous pouvez trouver, sans calculer le grandissement, directement ce que l'on cherche, OH, O prime obj. OH, O prime obj. Ça va être... Ah non, c'est pas ça qu'on cherche, pardon. C'est le diamètre du conjugué de l'objectif. C'est phi prime obj. Ça va être OH prime sur OH multiplié par le diamètre de l'objectif. Ce qui nous donne, par application numérique, phi prime obj égale. Alors, au prime obj, c'est moins 11,4. Au obj, c'est l'encombrement. D'accord? Donc, ça, c'est moins l'encombrement. Moins 21. Et phi obj nous était donné combien? C'était D, 30 mm. On prend la calculette que j'ai mis là. Et ça nous donne moins 11,24 fois 30 divisé par moins 25. 13,7. Ouais, 13,7 mm. Préciser la nature. Alors, quelle est la nature de ce conjugué? Alors, où se situe OH prime? Nature de prime OH. On va faire un schéma. Si on a OH qui est là, OH qui est là, donc ça c'est l'encombrement, il vaut 25 mm. On a calculé que OH au prime obj est à moins 11,4 mm. Par là, ça c'est au prime obj. Donc au final, dans quel espace de l'oculaire est située l'image de l'objectif? Dans l'espace objet de l'oculaire ou dans l'espace image de l'oculaire? Exactement. Donc si l'image est située dans l'espace objet, ça veut dire que la nature de O' obj est parfaite, virtuelle. Donc, plusieurs méthodes. O' obj est dans l'espace objet de l'oculaire. Conséquence, O' obj est virtuelle. D'accord?
Donc vous avez un conjugué de l'objectif à travers l'oculaire qui est virtuel. Et ça va poser un problème. Puisque si on veut enlever le contour de champ, ça ne va pas être possible. On ne va pas pouvoir le faire directement dans l'espace intermédiaire. Et je pense qu'il y aura sûrement cette question par la suite. Comme d'hab. Question 8. Elle était longue, cette question. Calculer les valeurs numériques des champs préliminaires, des champs moyens et des champs totaux dans l'espace image de la lunette. Alors ça c'est rare qu'on fasse calculer tous les champs. Mais en fait, une fois qu'on a fait le calcul pour un, tous les autres ça va être assez facile. Donc on va faire un schéma. Première chose. Alors ils veulent quoi? Les champs de pleine lumière, dans l'espace image de la lunette en plus. Alors j'aime pas la question. Parce que ça va être des grandeurs angulaires, puisque le champ image l'image se forme à l'infini. Donc forcément, ça a des diamètres angulaires. Il va falloir calculer. Alors comment on va faire ça? Les champs images. Donc tous les champs images, ce soit champ de pleine lumière, champ moyen ou champ total. Alors, comment on va? Qui est le diaphragme d'ouverture, qui est le diaphragme de champ? On a dit, donc c'est ce qui est écrit par le diaphragme d'ouverture, c'est la pupille d'entrée de l'œil, donc on a besoin de la pupille d'entrée. Le diaphragme de champ, de l'ensemble, c'est écrit la monture de l'objectif. Voilà pourquoi ils nous ont fait calculer ça. Ils nous ont fait calculer l'image de l'objectif à travers l'oculaire, de façon justement à pouvoir dire que O'Prime-Hobbs, c'était le diaphragme de champ dans l'espace image. De deux. On vous l'a pas dit? Non. On va refaire une extraction? Non. Ah, Ce coup-ci, c'est fini. Oui. Voilà. Ok, on va le faire une balle. Un petit coup de stress. Ouais. Ok, je reprends. Donc, j'en étais où? Ouais. On nous a fait calculer la position de O'Prime-Hobbs, puisque c'est là où va se situer le diaphragme de champ dans l'espace image. Puisque le diaphragme d'ouverture dans l'espace image, c'est la pupille de l'œil. D'accord? Voilà pourquoi ils nous ont fait calculer ça. Donc, on va l'écrire. On se place dans l'espace image. Alors c'est sûr, il ne faudrait pas appeler ça le diaphragme d'ouverture ou diaphragme de champ, là c'est plus petit. Ça marche très bien. Dans l'espace image. Le DO, c'est la pupille. Le DC, c'est O'Prime-Hobbs. Le conjugué du diaphragme d'ouverture à travers l'oculaire. Bon. De Hobbs à travers l'oculaire. Ce qui va nous permettre de dessiner la circulaire. Toujours. La pupille de notre œil. Alors, une pupille d'œil. Ouais, 4 mm.
déplacé à 13 mm de l'oculaire. Donc, là, à 13 mm, on a votre oculaire, comme ça, notre œil, pardon. Ça, c'est la pupille. Donc là, on a 13 mm. On nous dit que... Je vais faire ça, sinon ça va le bugger. On nous dit également que le diamètre de la pupille de l'œil, c'est 4 mm. Donc tout ça, de 0, c'est égal à 4 mm. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Et on doit placer, donc ça c'est notre diaphragme d'ouverture, et il faut qu'on place notre diaphragme de champ. Et notre diaphragme de champ, on avait calculé avant, il était à 11,4 mm devant l'oculaire. C'était pas par plus proche. Œil virtuel. Hop. Et il était délimité par un diamètre de 13,7 mm. Donc ça, 13,7 mm, c'est-à-dire ce que j'ai appelé une. D'accord? Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder nos différents champs. Donc le champ de pleine lumière. Le champ de pleine lumière, il regroupe les bords du diaphragme d'ouverture et du diaphragme de champ. C'est sûr. Je trace ce qui m'intéresse, c'est cet angle, c'est oméga prime PL. Voilà l'angle que je cherche à calculer. On va commencer par celui-là. Donc là, on va les faire un par un, ça va être beaucoup plus simple. Plutôt que de faire tous les schémas de même. Alors, quelle diaphragme PL? Peut-être qu'on connaît. Ça on connaît, donc on connaît tout le côté adjacent et on peut connaître le côté opposé. Donc ce qu'on peut dire, c'est que tangente de oméga sin PL, c'est l'opposé, c'est-à-dire phi prime Hodge moins DO. Le tout divisé par 2, parce que là ce sont des diamètres, il faut faire gaffe. Donc, je vais aller proprement. Donc c'est phi prime Hodge divisé par 2 moins DO divisé par 2. Le tout divisé par O prime Hodge O plus O c'est comment il appelle la petite entrée là? PE. Ça c'est PE. D'accord? Donc vous pouvez dire que oméga prime PL c'est arc tangente de phi prime Hodge moins DO sur 2 fois O prime Hodge plus voilà pour le champ de planning. Application numérique. Ça va nous faire arc tangente de. Alors, phi prime Hodge, on va calculer où?
13,7 moins DO 4 sur 2 fois O' obj au OC 11,4 plus 13. Voilà ce qu'on doit calculer. Alors, c'est parti, arctangente 2, parenthèse, 13,7 moins 4 divisé par 2 fois 11,4 plus 13, c'est 11,2 degrés. Et donc en fait, alors ça dépend des sujets, ils demandent quoi exactement? Alors pour le champ total, enfin le champ entier de pleine lumière, il faut multiplier par 2. 2 oméga prime CL, ça va être 11,2 fois 2, 22,4 degrés. Si vous laissez ça, c'est bon, pas de souci. Ça va pour le champ de pleine lumière? Là, je vais effacer directement ça parce que j'ai besoin de faire un schéma pour les autres. On prend le temps, hein. Je vais vraiment tout doux. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que je vous ai totalement perdu parce que j'ai plus de réponse? Après, on va faire le champ total. Le champ total, c'est les deux bords extrêmes opposés. Donc dans le champ total, on va prendre le bord là, celui-là. D'accord? Et votre oméga T, c'est celui-là. Oméga prime. On voit bien que si vous êtes supérieur, le champ total est plus grand que le champ de pleine lumière. Donc c'est normal qu'on ait un angle qui soit plus important qu'oméga prime CL. Et le champ moyen, en fait, on le prendra d'où? Du centre du diaphragme de l'ouverture. Donc ce sera en ce point. Ça fait exactement la même chose. Est-ce que je peux effacer à droite? J'efface. Donc là, on va faire le oméga prime T. C'est la même chose, hein. Il faut juste trouver le bon triangle. Oméga prime T, opposé, ben, qu'est-ce que c'est? C'est phi prime off plus le DO. Donc, c'est phi prime off sur 2 plus DO sur 2. Divisé par l'adjacent. L'adjacent, c'est toujours la même chose que tout à l'heure. C'est bien O' off off plus O off et E. Donc au final, vous avez oméga prime T qui est égal à l'arc tangente de phi prime off plus DO sur 2 fois O' off O off plus O off et une fois qu'on a fait pour un, en fait, les autres viennent tout seul. Implication numérique, oméga prime T
arctangente, P'Ob 13,7, DO 4 sur 2 fois, donc là on a une moins, là c'est un plus, c'était combien, je vous dis à chaque fois, 11,4, 13. Alors, je vais regarder un peu le calcul, est-ce que je peux le reprendre? Donc, je fais un copier-coller de ma formule et je change le moins en plus. Je trouve 19,9 degrés, soit le champ total. Pourcentage 40, alors je mettais 40, c'est bon. Deux chiffres à alimenter au degré près. Et il nous reste le champ moyen. Donc pour le champ moyen, comme je vous l'ai dit, vous devrez trouver une valeur entre le champ de pleine lumière et le champ total. C'est pour ça qu'on parle du milieu du diaphragme d'ouverture. Ça, on va voir exactement la même chose. Mais milieu. Hop. Ça, c'est oméga prime n moyen. Donc qu'est-ce qui va changer? C'est que au lieu dans notre formule d'avoir plus ou moins de l'eau ici, on n'a plus rien, c'est plus facile à calculer finalement. On va faire ça. Calcul de oméga prime n. Alors, ensuite, tangente oméga prime m, ça va être l'opposé, donc P'Ob sur 2 facteurs de O'Ob plus O'Ob à l'amplitude entrée. Application numérique, oméga prime m, c'est la tangente de 13,7 divisé par 2 fois 11,4 plus 13. Et pareil, il faut prendre exactement le même calcul. Auquel j'enlève le et je trouve oméga prime m est égal à 15,7 degrés, c'est-à-dire que 2 oméga prime m est à 31,4. Voilà pour les champs. Donc après, normalement, ça va un peu simple. Pour l'instant, on a fait le plus compliqué. Calculer la lumière, ça c'est fait. À quel champ objet correspond la donnée du constructeur? C'est quoi la donnée du constructeur? Ah, 18,5. Ouais, donc il y a encore un calcul à faire. Désolé. Parce que là, vous avez le champ image. D'accord? Et on vous dit à quel champ objet ça correspond dans les données du constructeur. Dans les données du constructeur, on a un champ à 18,5. Est-ce que c'est le champ objet de pleine lumière? Est-ce que c'est le champ objet total ou est-ce que c'est le champ objet moyen? D'après vous, le constructeur il a intérêt à plutôt donner quel champ pour améliorer ses ventes? Si on réfléchit avec une mesure purement commerciale, exactement. Il vaut mieux qu'il donne le champ total, puisque c'est la valeur la plus grande, donc
Ah, super champ total. Donc théoriquement, vous devez arriver à montrer que le champ total objet est égal à 18,5. À 18,5 degrés. Comment est-ce que vous passez du champ image au champ objet à travers votre tout début de démonstration? Pour revenir au tout début de démonstration. Exactement. Pourquoi? Parce que les champs, en fait, qu'on vous donne, ce sont des angles de vision. Donc, l'angle d'entrée sous lequel est vu l'objet, ça va être votre champ total, objet, et l'angle sous lequel est vu l'objet à travers l'instrument, c'est ce que vous venez de calculer. Vous faites le rapport des deux, et vous avez le grossissement. Donc, comment on rédige ça? Question de par définition, G est aussi égal à oméga prime sur oméga. Donc, oméga prime sur G. Donc, vous n'avez plus qu'à calculer les trois. Vous avez oméga PL qui va être égal à oméga prime PL sur G. Oméga M est égal à oméga prime M sur G. Oméga T est égal à oméga prime T sur G. Oméga prime. J'avais trouvé combien pour oméga prime PL? Je ne l'ai pas noté. Ouais, 11,2. Ouais, 11,2. Après, j'avais 19,9. Non, c'est le total, 19,9. Et entre les deux, avec 15,6. Et le grossissement est donné à 2,2. Vous faites le calcul, c'est 3 calculs. Donc, vous avez 2, ça vous donne un truc à 10,2 degrés. Là, si on fait 15,7 divisé par 2,2, on trouve 7,1. Si on multiplie par 2, ça fait 14,8. Et si on fait 19,9 par 2,2, je trouve 9,0 donne 2, 10,1, 2,1. Et le constructeur disait 18,5. En plus, il manque. Donc ça correspond bien au champ total. Alors bien entendu, il y a des erreurs d'approximation, etc., des erreurs de calcul, mais on voit bien que ce qui est donné, c'est le champ total, et non pas le champ de terminal.
c'est une remarque. Ouais. Pouvez-vous exprimer une remarque à ce sujet? Alors, vous marquez pas que c'est une arnaque, même si vous pouvez le penser très fortement. Peut-on supprimer le champ de contrôle? Donc, qu'est-ce que vous dites? Alors, est-ce qu'on peut supprimer le champ de contrôle ou pas? L'image intermédiaire étant virtuelle. Il est impossible de réaliser le champ de contrôle. Donc la image va être réelle et là, oui, parfait, ça me va. Pour le schéma, alors, comment je vais le faire? Moi, j'arrive à le projeter. Ouais, ça va. Alors, on finira on fera la partie physique la semaine prochaine. D'accord. Alors, donc déjà, je vais faire ça. Aligner, pivoter à gauche. Si je veux pas, assimiler. Je peux l'agrandir. Encore une face. Voilà. Et je vais le placer. Ah, il va encore le donner. Bah oui, c'est un tableau à feu, c'est pourquoi. J'aime pas les feux. C'est merde. C'est une italienne. Et hop. Là. Là, comme ça, hop. Voilà, comme ça, on a tout. Oh, c'est pas vrai. La clé, ça fait du bruit. Oui, je sais, mais bon. Ça vous réveille, bon. Hop. Là, et est-ce que j'arrive à tout faire tenir en même temps?
peux pas. Donc, je vais configurer une lumière pour moi. Voilà, ça, j'ai tout. Alors, c'est quoi la question? En plus, vous avez un reflet pile là, vous, et ça, je peux pas l'enlever malheureusement. Et effectuer le tracé du faisceau utile issu d'un bord du champ objet de pleine lumière. Alors, comment on va faire notre approche? On a la pupille qui est placée, on a l'oculaire, et il faudrait qu'on place, pour avoir le champ objet, le conjugué de l'objectif à travers l'oculaire. Celui-là, il faut qu'on le place quelque part. Donc, normalement, il est par ici. Alors, où est-il là? On va faire pour le placer facilement. Je ne suis pas sûr de ce que je peux faire. On va voir si ça marche. Ouais. Alors, déjà pour placer le conjugué de mon objectif à travers mon oculaire. Donc on va tracer, ça on va le placer assez rapidement. On trace les invariants à travers l'oculaire. Donc, il faut de quelque chose. Donc à partir de là, attendez avec le je le ça. Donc là, on peut passer directement. On sait que forcément, on a notre conjugué qui est là-dedans. Alors le mieux, c'est de mesurer. On savait que on avait calculé la position, c'est tout, elle était. Donc elle est là. Donc vous mesurez par rapport à l'échelle qui vous est donnée dans le document. On vous donne l'encombrement. Alors l'encombrement, vous pouvez la prendre. L'encombrement est à 75. Cet encombrement, il correspond à 75 en réalité à 25 mm. Donc en fait, moi j'ai un facteur 3 sur mon écran. D'accord? À combien était L-Obj ou OC? J'ai plus mon calcul. Moins 11,4 mm. Donc moins 11,4 fois 3. Donc 34,2. Donc de là à là, c'est donc ici, je me retrouve avec aucune OC. Là vous avez WOC. Là vous avez OC. Donc là j'ai placé mon objectif. Le conjugué de mon objectif à travers mon oculaire. Ce qui me permet de d'effacer la construction inutile. Alors, ensuite, le bord supérieur de ce conjugué, avec le bord supérieur de ma pupille d'entrée. Je vous rappelle que là, on a le diaphragme de là, on a le diaphragme d'ouverture. Donc, ce que l'on fait, on va tracer l'ensemble des deux.
Pour ensuite... Ah oui, vous pouvez situer f'oc, f'oc. Il faut que je les marque aussi. Alors ça, c'est dans les données, f'oc 20, donc f'oc 21. Donc 21 fois 3, soit 33. Donc là, je suis à 60. Donc là, vous avez f'oc. F'oc. Et donc en prenant la parallèle à celui-là, en allant dans le champ focal objet, vous trouvez la direction de sortie de votre faisceau. Moi, je ne dois pas être super précis au tableau. Hein. À mon avis, ça devait être plus sur l'objectif. Parce que l'objectif, il n'y a pas d'ouverture. Normalement, si la construction a été correcte, vous auriez dû avoir quelque chose comme ça. Et là, c'est du un petit peu merde. Et en fait, après, vous faites exactement la même chose sur le deuxième. Vous prenez le rayon parallèle, vous savez où est-ce qu'il va sortir. On va faire quelque chose de difficile. Et vous avez votre champ. Là, c'est vrai que c'est difficile de le faire avec ce tableau. Mais sur votre schéma, normalement, ça se faisait assez rapide. Il y avait une toute dernière question sur l'optique géométrique. Déterminer la limite de résolution du système. Alors là, par contre, la formule n'était pas donnée. Maintenant, il la donne à chaque fois. Donc, pas de souci pour ça. Je sais que je vous la redonne. Je remets le tableau normal. Et on fait donc la 12, limite de résolution. Donc la limite de résolution est due à la diffraction. Et en général, cette formule vous sera donnée. Donc, comment on va vous l'écrire? Vous avez la limite. Donc c'est la pupille de l'œil qui va limiter, en fait, comme c'est le plus petit élément, c'est elle qui va délimiter le phénomène de diffraction. Et ce qu'on vous demande, c'est de voir est-ce que c'est vraiment l'œil ou c'est le système diffractif en entier qui va être responsable de la résolution. Et après, vous comparez avec la limite de résolution de l'œil. Alors, comment on pourrait vous faire ça?
vous avez noté epsilon i. Ça, c'est égal à 1,22 fois la longueur d'onde qu'on utilise, divisé par le diamètre de votre cookie d'entrée. On travaille à quelle longueur d'onde? Ah là, c'est pas dit. Alors, quand c'est pas dit, vous prenez le milieu, 550 nanomètres ou 555. Donc, ça fait 1,22 fois 555 10-9. Le diamètre de la pupille d'entrée, c'est de 4 mm. Donc, 10-3. Et on trouve que la limite de résolution du système, elle est à 1,60, 1,7 10-4 radians. Alors pour l'œil, vous avez la limite de résolution de l'œil qui est donnée en minutes. Alors pour convertir, ça c'est des degrés minutes. Tout simplement pour convertir, vous faites 1,4. C'est 1,4 qui est en minutes. Multiplié par pi sur 180 et les 60 secondes. Et là, on trouve 4,0, 4,1, 4 radians. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir... Donc c'est la plus grande des deux valeurs qui délimite l'ensemble, qui délimite la résolution. D'accord? Donc en fait, epsilon œil étant plus grand que epsilon diffraction, c'est l'œil qui définit la limite de résolution. Alors la séparation de deux traits distants de 1 mm placés à 5 mètres est-elle possible? Faut regarder. Quel angle? Ça c'est tout bête. On regarde. Deux traits qui sont séparés de combien ils veulent? 1 mm. Qui sont placés à 5 mètres demi. Ça correspond à quel angle? Si cet angle est plus grand que la ligne de résolution, c'est bon. Sinon, non. Donc on calcule. On a tangente θ de 1 moins 3 sur 5. Ça fait que θ est à peu près égal à tangente de 1. Ah mais il faut que je mette ma calculette en radian, mode. Ok, c'est arctangente de 0, 1, c'est moins 4 en radian. Ah, j'ai un doute. Normalement, ça devrait séparer les trucs. Ah oui, alors attendez. Là, on est dans l'espace objet. Là, on est dans l'espace image. D'accord? Donc, cet angle, dans l'espace objet, correspond à un angle de... Alors là, il faut multiplier par G, donc 2,2 fois
2 10 4, ce qui nous fait 4 10 4 radians. Donc dans l'espace image, c'est cet angle que aperçoit l'œil. L'œil ayant une résolution de 4,1 10 4 radians, il permet de discriminer ces deux traits, puisque on écrit cet angle dans l'espace correspond à un angle de 4,4 10 4 radians dans l'espace image supérieur à epsilon œil. Donc, les deux traits sont distincts. On arrive à apercevoir la différence grâce à l'appareil de deux traits séparés de 1 mm lorsqu'on a 5 mètres de distance. Voilà, voilà, et donc la prochaine fois, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais on fera la partie optique physique, et ensuite normalement on sera en présentiel, c'est là où vous ferez peut-être une interro, je pense. Je ne peux pas encore vous dire, dès que j'ai plus d'informations, je coupe l'enregistrement.